Ce soir, dans nos Mémoires du Zinc, je reçois Jacques Séguéla à l'occasion de la parution du livre qu'il a coécrit avec Christophe Hague, Génération QE, le quotient émotionnel, arme anticrise chez Pearson. Jacques Séguéla, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce qu'il y a de bien avec une marque comme vous, une méga marque comme vous, c'est qu'on n'a pas à vous présenter, on pourrait presque dire Jacques Séguéla, what else? Wow. Hein? Et dites-moi, vous n'auriez pas aimé le trouver, ce slogan-là? Ah oui. Oui. Mais les plus beaux slogans sont toujours ceux des autres. Oui. Alors vous en avez trouvé pas mal. Alors, vous maintenant, le problème, c'est que vous êtes quelqu'un qui marque tellement l'actualité que vous êtes passé de la force tranquille à la bling-bling du Rolex, comme ça, de Mitterrand à Sarkozy. Parce que j'ai fait de mieux. Hein. Oui, bon, on en reparlera peut-être. Oui. En tout cas, vous savez que vous allez traîner ça un petit peu. Oui, mais j'assume. Enfin, vous êtes le premier homme à avoir comme casserole une Rolex. Oui, franchement. J'ai fait la bêtise, donc je paye. D'accord. Alors ce livre, Génération QE, le quotient émotionnel, arme anticrise, donc un livre que vous avez coécrit avec Christophe Hague aux éditions Pearson. Alors Christophe Hague quand même est docteur en sciences de gestion, tout ça est sérieux. Petit génie. Il est à bac plus 12, 14, je ne sais plus combien. Et il a commencé ce livre à 22 ans, car ce livre a 7 ans. Putain, 7 ans, comme diraient les guignols. Car ça a été très long de le mettre au point. Et ce n'est pas du tout notre livre, c'est le livre de 42 grands patrons français qui ont collaboré à ce livre, qui sont soumis au test de QE et qui tous sont reconnus. Mais nous, on a été choisis sur notre QI, mais nous manageons avec notre QE. Alors, je vous vois avec ce cerveau dont j'ai le sentiment qu'il est plutôt QE, et Christophe Hague avec un cerveau QI, c'est ça? Voilà, c'est ce que ça veut dire. En réalité, je crois que chacun de nous a sa part de QE et sa part de QI. Il ne faut pas croire que le QE va détrôner le QI. Qu'est-ce que c'est d'abord? Le QI, c'est qu'est-ce que le QI? C'est le quotient intellectuel. Non, vous dites que c'est le quotient insuffisant, vous dites dans votre livre. Mais c'est vrai. C'est pas gentil. Oui. Il est insuffisant à lui tout seul pour décider d'une carrière. Ça, c'est vrai. Alors, ce quotient intellectuel, c'est le maître étalon de la jauge des individus. La cylindrée, quoi. La cylindrée. Alors, et c'est lui, d'ailleurs, qui a réglé à la fois l'éducation, la formation, et surtout la sélection des esprits du XXe siècle. Notre élite est QI. Notre élite est QI. Et nos grandes écoles sont QI. Il y a une grande oubliée là-dedans, c'est l'émotion. Or, nous avons deux cerveaux. Un cerveau qui est justement le cerveau de l'intellect, du raisonnement, on dirait la partie Descartes de notre individu, mais il y a la partie Prévert, il y a la partie Lamartine, il y a la partie Gainsbourg, il y a la partie Coluche de notre individu, qui est le quotient émotionnel. Et justement, on hypertrophie notre hémisphère gauche, qui est l'hémisphère de la raison, puisque dès l'âge de 5 ans et jusqu'aux grandes écoles, on n'arrête pas d'essayer de nous rendre intellectuels, en laissant de côté l'épanouissement de nos émotions, l'épanouissement de notre spontanéité, de notre réaction, de notre intuition, de tout ce qui est un peu l'inverse du QI, ce qui fait que QI sans QE n'est que ruine de l'âme, mais aussi ruine du management, voilà, puisque c'est un livre qui est destiné d'apporter au un management. outil de sélection différent, sans abandonner le QI, pour que le QE ait sa place. Alors, il y a un sujet que vous aimez beaucoup, franchement, là, c'est la politique. Hein. On va parler un petit peu de politique parce que vous êtes beaucoup exprimé. D'ailleurs, vous aviez prévu la victoire de Cohn-Bendit aux Européennes. C'est devin ou bien personne ne l'avait vu? Non, mais c'était dans les mœurs, c'était dans le vent de l'histoire. C'était quand même l'écologie en marche. Et puis surtout, Cohn-Bendit a totalement démodé tous ses adversaires. Alors, il y a aussi d'autres choses comme ça. En l'occurrence, pour les élections de mars, qu'est-ce que vous voyez venir au régional? Je pense que la droite va déchanter. Elle a annoncé par mégarde 10 régions. Je pense qu'elle n'a aucune chance de les faire. Elle est à 5. Prions Dieu pour elle que ça ne descende pas à 3. Bien. Ah, parce que aussi le publicitaire prie. Oui, bien sûr. Mais l'inventeur de la publicité n'est autre que Jésus-Christ. Il a inventé le slogan, il a inventé le lieu de vente, l'église, il a inventé les logos, la croix. Et quand les ventes baissaient, il faisait un miracle et elles repartaient. La politique, bien sûr, vous adorez, mais les hommes politiques ou les femmes politiques, quand vous en parlez, alors vous allez me dire un petit peu qui serait votre client idéal. Martine Aubry, vous l'avez nommée la pénitente muette.
On a le sentiment qu'elle a endossé la robe de bure du sacrifice du PF. Elle aura du mal à être en résurrection. Oui, bon, c'est pas très gentil, mais c'est dans le cours du livre. Je pense que c'est de loin la plus sérieuse, c'est de loin la plus impliquée, mais elle est un peu trop cuite dans un siècle qui est plus cueux que cuit, même si les deux se mélangent en permanence, si l'un ne tue pas l'autre, mais les deux s'ajoutent. Et surtout, elle est arrivée au mauvais moment de l'histoire de ce parti déchiré. Elle pourra peut-être créer l'union. Aujourd'hui, c'est elle qui est quand même dans les sentiments. C'est elle qui, comme au départ d'une Formule 1, c'est elle qui est en pole position. Oui. Mais elle risque d'être doublée. D'accord. Ségolène Royal, alors en décembre 2006, c'était la Dame Blanche, le féminin, la pureté, la transparence, l'honnêteté. Et aujourd'hui? Mais c'est tout ça, mais un peu terni par trop, je crois, trop de rigueur chez elle, alors qu'elle prendrait plutôt l'ouverture, peut-être trop de quant à soi, voire un peu trop de suffisance, qui a fait qu'elle a quand même écarté les gens qui s'étaient rapprochés d'elle. Or, on ne gagne une élection qu'à plusieurs. Nicolas Sarkozy, vous parlez aussi beaucoup de lui dans ce livre. Alors on sait historiquement que vous êtes à l'origine de la rencontre entre Carla Bruni et le président. Écoutez, les Français vous le doivent alors. Mais bien sûr, c'est le cadeau de l'amour, donc tout ça nous dépasse. Alors dans ce grand mouvement de balancier, où je disais tout à l'heure, de François Mitterrand, de la force tranquille à Nicolas Sarkozy, vous avez réussi à les rejoindre dans le slogan. Vous dites aujourd'hui, le Sarkozy nouveau est arrivé, le président est passé de l'hyperactivité à la force tranquille. Ça, faut le faire quand même. Mais je ne dis pas qu'il y est tout à fait parvenu, mais on voit bien quand même, et puis je crois que Carla a eu vraiment une influence sur lui, on voit bien quand même que sur cette année écoulée, il a mis plus de sérénité, plus de race, plus de réflexion dans son action, même s'il ne peut pas s'empêcher d'être ce qu'il est, c'est-à-dire un hyper-président, au four et au moulin en permanence, mais il le fait avec plus d'humanité, plus d'humanisme et plus de respect de l'autre et d'écoute de l'autre qu'il ne l'a fait jusqu'à présent, tout en ayant enfin endossé les habits du président. Tous les présidents de la République, les uns après les autres, ont connu le même trou d'air que connaît aujourd'hui Nicolas Sarkozy. Encore une année, puis après ça ira mieux. Après ça ira mieux, c'est juste un mauvais moment à passer. D'accord, alors parlons justement de 2012 et des élections. D'ailleurs, dans votre livre, vous dites « La campagne a commencé ». Alors justement, je vais vous poser la question. Vous allez choisir, vous, candidat de gauche ou candidat de droite? Moi, j'ai abandonné, je suis à un âge où l'on peut jeter aux orties les idées reçues. J'ai abandonné la notion de droite et de gauche. Oui. Moi, je ne vote plus pour moi à mon âge. Je vote pour mes enfants, les enfants de mes enfants. Je pense que celui qui peut le mieux faire avancer la France aujourd'hui, c'est Nicolas Sarkozy. En 2012, s'il se représente, et s'il est toujours celui qui peut faire mieux avancer les choses, je voterai pour lui. Mais si quelqu'un de gauche, et mon cœur reste à gauche, même si mon rêve serait qu'un homme de gauche devienne un homme de mouvement, ou une femme de mouvement, en 2012. Alors mais imaginons, Dominique Strauss-Kahn se présente contre Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que vous faites? Je pense que je vote Strauss-Kahn. Tout dépendra des projets à ce moment-là et justement de cette capacité, cette énergie du mouvement que pourra provoquer l'un et l'autre. Mais vous engagerez auprès de lui? S'il se présente, faisons un peu des hypothèses. Je m'engagerai s'il me le demande. Je ne ferai pas sa campagne parce que j'aurai l'impression de trahir Nicolas Sarkozy. Alors déjà, parce que je n'ai pas eu le sentiment de trahir la gauche en me rapprochant de Nicolas Sarkozy parce qu'il est cette partie de gauche que j'aime, qui est cette partie de l'ouverture du mouvement et des idées en permanence. Voilà. Alors bon, quand je vous entends, je ne crois pas du tout à la retraite de Jacques Séguéla en matière de politique. Moi, j'ai fixé ma retraite. Je me retraite à 100 ans. Bon, ça va, donc on est un petit peu dans les purs. Encore un quart de siècle. Encore un quart de siècle. En tout cas, bon, on en saura un peu plus en lisant ce Génération QE, le quotient émotionnel, Armand Ticris, Christophe Hague, Jacques Séguéla chez Pearson. Il y a à l'intérieur un test, faites-le et vous saurez si vous êtes plutôt QE que QI. Alors Jacques Séguéla, vous avez devant vous cet écran, c'est l'occasion de répondre à une critique de David Cavallini du Nouvel Observateur. Allez-y.
Donc, cher Jacques Séguéla, bonjour. Bonjour. Ça vous fera peut-être plaisir, mais votre livre a été assez difficile à chroniquer, à critiquer, pour la bonne et simple raison qu'on trouve une absurdité par page, et dès le début. Votre langue s'apparente plus à une suite de slogans. J'ai cité... J'arrête, parce qu'il aurait dû arrêter là sa critique. Il fait le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Je dis que j'écris en slogan, mais c'est mon métier, c'est mon univers, c'est ma vie. Bon, mais continue. Dans le papier, le passage dans lequel vous regrettiez que les anciens, Platon et Aristote, aient banni de leur dialectique toute émotion qui était pour eux vectrice d'erreur et d'illusion, au profit des leçons d'Aimé Jacquet, je vous cite, comment faire évoluer le monde sans toucher, émouvoir, faire rêver. Aimé Jacquet nous a fait gagner le mondial à la passion plus qu'à la raison du jeu. Qu'attendons-nous pour être ses élèves? Je pourrais continuer. Alors, j'arrête une seconde. Socrate et Aimé Jacquet. Bien sûr, nous entrons dans le siècle de la passion et de l'émotion. Ça a commencé dans les dernières années du XXe siècle. Et le sport est le culte même de la passion. Et c'est vrai que ce mondial, ça crée une passion collective des Français, mais de l'ensemble du monde, où la raison du jeu était bien la dernière des choses à faire, même si c'est parce qu'on a gagné que la passion a eu lieu, ce qui, une fois de plus, dit bien que QI sans QE n'est que ruine de l'âme. C'est les deux réunis qui font Parce que le QI, c'était le petit carnet noir de Jacquet. Exactement. Il y a un passage que j'aimerais que vous m'expliquiez quand vous dites le QI et sa secte d'énarques ont codifié le pays en oubliant de lire Da Vinci Code. QE en bandoulière, sortons de notre léthargie, la crise nous y oblige. Son intérêt premier est d'en appeler à l'après-crise. Prenons notre ticket pour ce retour vers le futur et marquons-le de notre empreinte. Ce Big Bang sociétal nous a propulsés dans le nulle part, soyons dans le quelque part. J'ai tourné la phrase dans absolument tous les sens, toujours pas réussi à en comprendre le sens. Alors, Jacques Séguéla, ça fait un peu Shadok des fois, c'est pour ça. Je vais quand même essayer de l'expliquer. Jean-Claude Carrière a dit une très jolie phrase. Il a dit, pour qu'une histoire fasse le tour du monde, il faut qu'elle ait été écrite quelque part par quelqu'un. Le nulle part, c'est le vide. D'ailleurs, c'est le grand spécialiste des contes du monde entier. On est dans le vide. Aller quelque part, c'est aller où l'on veut aller. Aller quelque part, c'est un très joli mot, quelque part. Quelque part, c'est une direction précise. Quelque part, ça n'est pas quelconque. Quelque part, c'est dans cette partie-là et aucune autre. Donc là, la critique se retourne un peu contre lui. Admettez que la formulation était quand même un petit peu Oui, alambiquée. Vous qui avez l'art du slogan, là, cette fois-ci. Je suis d'accord que c'était un peu too much. Il y a plusieurs choses qui sont problématiques dans cette démarche. D'abord, vous assimilez totalement le QI, l'intellect et la raison, qui sont trois choses. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous voulez à ce point fossoyer l'intellect de notre société, ce qui me semble être sa plus belle réussite. Alors, parce que vous voulez là, je m'inscris totalement faux. D'abord, oui, le QI, c'est la raison, c'est le raisonnement, c'est la rationalité, c'est la rigueur. Donc là, c'est erreur d'interprétation. Mais je ne veux pas du tout fossoyer l'intellectualisme. Je dis simplement qu'en parallèle de l'intellectuel, il faut l'affect. L'intellect plus l'affect. Avec des gens qui sont plus vers l'affect, voilà, ça correspond d'ailleurs au moment, mais demain ça va changer, et d'autres qui sont plus du côté intellect. Si vous êtes plus du côté, il faut cultiver le côté affect. Si vous êtes plus affect comme moi, il faut cultiver l'intellect, ce que j'ai essayé péniblement de faire ma vie durant. Et puis, l'énorme problème, c'est que, certes, le QI et la mainmise du quotient intellectuel avaient ses dérives, mais il me semble que le remplacer par quelque chose de tout aussi débile, ce QE, dont on ne sait à peu près rien, même à l'issue de la lecture de votre ouvrage, ça me semble un peu expéditif. Vous avez un petit talent de plume qui vous permet de manier... J'arrête, un petit talent de plume. Même Nolo m'a dit, votre livre est nul, mais il est bien écrit. C'est déjà au moins ça. C'est mon 25e, j'ai mis 25 livres à arriver à écrire. J'espère que le 26e, enfin, aura et la forme et le fond. Manier des images, encore qu'il s'agit d'images plutôt éculées dans leur ensemble, mais qui vous fait dire tout et son contraire. Je veux dire,
dans un temps, vous dites que le XXe siècle, que les erreurs du XXe siècle sont le fruit du QI, pour finir par dire, quelques pages plus tard, que le XXe siècle est le siècle de l'émotion. Oui, c'est pas tout à fait ça. Hein. Je dis que nous entrons dans un véritable XXIe siècle qui sera le siècle de l'émotion à cause du net, de l'état spectacle, de la politique spectacle, de la télévision spectacle, de tout ce qui nous entoure qui est spectacle, que ça a commencé dans les dernières années, à partir de 80, dans les dernières années du 20e, mais toute la première partie, enfin les 80% du 20e siècle ont été des années QI. Là, je Jacques Séguéla, est-ce que vous vous contentez de constater ces évolutions-là ou vous les jugez? Je les constate parce que j'ai toutes les études en main, ce qui est évidemment ma nourriture terrestre. Alors après, j'ai le tort de les juger parce que je m'érige en sociologue, je ne suis pas en politologue ou alors en philosophe, n'en parlons même pas, mais c'est mon défaut. Oui, voilà, je suis comme ça et je ne peux pas m'empêcher de réagir. Et comme je dis spontanément tout ce que je pense et que quand je m'emporte comme ça, mes mots dépassent ma pensée, je dis beaucoup de conneries et j'écris beaucoup de conneries. Donc finalement, Jacques Séguéla, le monde que vous nous proposez est un monde définitivement débarrassé de l'emprise de l'intellect et de la raison au profit d'une émotivité à tout crin qui aurait pour modèle à la fois Kennedy, Steve Jobs, Obama, Jean Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Mais la question qu'on a envie de vous poser quand on lit votre livre et quand on voit un peu l'ensemble de vos publications et de vos déclarations ces derniers temps, c'est pourquoi en voulez-vous autant à l'intellect? Alors, je n'en veux pas du tout à l'intellect. J'ai beaucoup, au contraire, d'attirance et de passion pour l'intellectualisme. Je ne veux pas le laisser seul mener le monde, mener l'embauche du monde et mener ce monde de demain qui va être un monde très différent. Parce qu'une nouvelle société, c'est un peu dit entre lignes dans le livre, une nouvelle société s'invente. Hein. Les après-crises sont comme les après-guerres, des moments où tout change, où tout bouge, où tout se réinvente. Et justement, il faut mettre un peu d'émotion dans la vie. Il faut mettre un peu d'émotion dans l'entreprise. C'est le drame de France Télécom. Il faut mettre de l'humain, il faut mettre de l'humanisme. C'est tout ça aussi le QE. Il a jugé le QE, bon, c'est son métier de critique un peu acerbe, bon, de critiquer ça. Mais ce livre dit, mettons plus d'émotion, d'écoute et de partage que les siècles derniers, ou disons que les décennies dernières, on a mis dans la vie pour inventer un monde meilleur. Voilà, alors ce punching ball donc matérialise un sujet de société sur lequel vous avez envie de réagir. Qu'est-ce que vous avez choisi comme sujet de société? J'ai choisi les 2 milliards d'affamés dans le monde. C'est vertigineux, non? Oui, c'est vertigineux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un enfant vient de mourir de faim dans le monde. Toutes les 6 secondes, un enfant meurt de faim dans le monde. Alors c'est très bien l'écologie, et je suis comme tout le monde, prêt à l'écologie, prêt à tout, mais voir mourir un arbre, c'est dur. Voir mourir un enfant, c'est insupportable. Je trouve qu'avant d'engager tellement d'argent... Que les écologistes s'égarent, que ce n'est pas ça la cause principale? Non, je pense que la cause principale du monde, avant l'écologie, qui en est une, certaine, importante, c'est notre planète, c'est la vie de nos enfants, c'est d'abord de faire qu'il n'y ait plus de faim dans le monde. En plus, alors il y a quand même, pour dire des chiffres exacts, 1 milliard de gens qui sont en dessous du seuil de nutrition et 2 milliards de terriens qui n'ont pas l'eau courante. C'est lamentable. 1 terrien sur 6 ne mange pas à sa faim. Et il suffirait de 40 milliards par an, c'est une grosse somme, pendant 10 ans, pour arriver à éradiquer la faim. Mais le FMI pourrait faire quelque chose. 40, mais il fait ce qu'il peut, mais il n'a pas les moyens. Nous sommes 6 milliards et quelques aujourd'hui. Nous serons 9 à 10 milliards en 2050. Nous n'arrivons pas aujourd'hui à nourrir ces 6 milliards et demi, puisqu'il y en a 1 sur 6 qui reste sur le pavé. Qu'est-ce que ce sera quand on aura doublé? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas de lien entre les préoccupations écologistes et la faim actuellement dans le monde, qui est un rebond de la faim, un sursaut de la faim?
Mais bien sûr, je crois que, évidemment, ce dérèglement climatique, sans qu'on sache vraiment si c'est le réchauffement, enfin peu importe, il y a un dérèglement climatique qui amène la sécheresse folle d'Afrique aujourd'hui, ne fait que faire empirer ce problème-là. Donc moi, je préférerais qu'on s'intéresse à l'eau. Les réserves d'eau sont insuffisantes demain, qu'on s'intéresse à creuser des puits dans le monde avant d'essayer de planter des arbres. Parce que les arbres, on les plante chez nous, l'écologie, on la fait chez nous, on ne la fait pas chez les autres. Or, ce sont les autres qui souffrent, ce n'est pas nous. Voilà, cette caméra qui matérialise un moment d'intimité que vous avez envie de nous faire partager, une vidéo intime, une anecdote. Voilà, j'ai pris la très jolie jeune fille blonde qui est là. Qui a été élu? Voilà, la voilà. Alors, tenez-moi, c'est moi qui vais vous élire, tenez, c'est moi qui vais vous filmer. Voilà, c'est ma première histoire d'amour, que j'ai connue un peu tard, parce que je devais avoir déjà 19 ans. J'étais étudiant, dans ma première année d'étudiant en pharmacie, et j'étais très amoureux d'une Sétoise. On partageait d'ailleurs notre goût pour Brassens. On lisait ensemble un livre qu'a écrit Brassens qui s'appelait La Tour de Nesle par Georges Brassens, qui était totalement nul. Et d'ailleurs, dès qu'il a été un peu célèbre, il a racheté tous les exemplaires, il les a brûlés pour que personne ne puisse jamais savoir qu'il avait écrit cet essai édité. C'est de la communication déjà. Exactement. Et je lui déclarais ma flamme, je lui écrivais des lettres enflammées, et rien jamais ne se faisait. Et un jour, un de mes copains m'a dit « Mais tu es ridicule, invite-la à déjeuner, mais sois un peu créatif. N'invite pas à déjeuner dans un bistrot. » Alors, je lui ai proposé d'aller faire un pique-nique sur les bords du Lay. C'est la rivière qui coule du côté de Montpellier. Et je me suis trompé de jour, il faisait un froid de canard, c'était le mois de mars. Alors j'avais ma couverture, j'ai installé ça sur l'herbe. On a fait ce dîner. À la fin, je lui ai dit « Mais embrasse-moi ». Elle m'a dit « Je t'embrasserai si tu te mets nu, totalement nu, et si tu plonges dans la rivière qui est là ». J'étais jeune et fou, je me suis mis totalement nu, j'ai plongé dans la rivière, ce qui était peut-être à 2 degrés ou 3 degrés, mais on est brûlé tellement c'est froid, c'est un cri d'horreur. Et je me suis retourné et j'ai entendu un grand éclat de rire. Elle avait ramassé tous mes vêtements et elle partait en courant, retrouver ma deux chevaux. J'avais une deux chevaux avec laquelle j'avais fait le tour du monde d'ailleurs, qui était ma voiture évidemment de prédilection. Et elle est partie. Alors je suis sorti tout penaud de la rivière. Je connaissais bien le patron de la guinguette qui était là, qui m'a prêté un pull vert et un jean. Et je suis rentré en stop dans mon petit appartement d'étudiant. J'ai ouvert la porte, je suis arrivé dans ma chambre. Elle était, elle, nue dans mon lit et elle m'attendait. Oh mon Dieu, c'est une histoire qui aurait pu être racontée par un publicitaire tellement elle est belle. Elle est vraie. La Elle publicité dit toujours la vérité. Sinon, elle est mensongère et punie par la loi. Absolument. En tout cas, voilà. Merci Jacques Ségéla. Je vous ai trouvé très QE ce soir et c'est plutôt un compliment. Voilà, on parlait avec vous de Génération QE, le quotient émotionnel Arme-Antichrist, un livre de Christophe Hague et de Jacques Ségéla. C'est aux éditions Pearson. Jacques Ségéla, merci et bonsoir. Merci.